dire ma confiance dans le fait que nous allons le relever ensemble. Les ressources, la résilience, les capacités d'innovation, la solidarité collective, voilà des valeurs que, comme vous toutes et vous tous, j'ai vu s'exprimer tout au long de la crise dans tout le pays. Je veux vous rendre hommage, vous, les chefs d'entreprise. Je sais les difficultés que vous avez traversées et qui ne sont pas terminées. Ces difficultés, d'ailleurs, ne sont pas qu'une question de chiffres. Elles ont été avant tout humaines. Je les ai constatées sur mon territoire lorsque j'étais maire, avec des situations parfois dramatiques, en tout cas très difficiles. Pour autant, vous avez fait face. Je le dis, je l'ai constaté. Vous avez accompli un travail exemplaire pour vous adapter. C'est votre lot quotidien, mais là les circonstances étaient exceptionnelles. Vous avez su réagir tant pour absorber le confinement que pour faire face au déconfinement. Tous les secteurs ont été concernés. Bien sûr, moi ne pourrais pas citer la santé, la clinique, la médecine de vie, les EHPAD, la grande distribution, qui s'est très fortement mobilisée dans le contexte difficile que nous avons connu. L'initiative La ceinture et la route, les nouvelles routes de la soie, c'est plutôt un programme, une proposition de coopération internationale. Vous savez, depuis des dizaines d'années, ce sont les régions de l'Est de la Chine qui ont bénéficié des avantages d'ouverture. Mais la région de les régions de l'Est qui ont bénéficié de l'avantage de l'ouverture, mais la région de l'Ouest, enclavée dans l'intérieur du pays, ils n'ont pas l'occasion de se développer. Donc il existe une disparité de développement en Chine. C'est pourquoi le gouvernement chinois veut adopter une solution pour ouvrir la région ouest pour promouvoir son développement. Donc cette initiative, ça c'est pour ce but-là, développer notre région ouest. Et d'ailleurs, à côté de notre pays, il existe des pays de l'Asie centrale. Ils sont enclavés aussi, ils ont besoin de développement. Ils manquent de l'argent, ils manquent d'infrastructures. Alors, la Chine en a. Et nous avons aussi besoin de coopération, de développement. Donc c'est une coopération mutuellement bénéfique. Je suis très content de participer à cet événement. Je pense qu'il y a beaucoup d'assistants et je pense que c'est une très bonne occasion de présenter la Chine à l'audience, au public français. Mais malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps de dire, mais quand même, je pense que c'est une opportunité précieuse. Elle veut parler avec tout le monde, et donc elle n'est pas un système d'accusation de la Chine, aujourd'hui, les États-Unis, demain, on a cette... Et puis 3, c'est un sujet sur lequel il y a un débat avec nos amis chinois, c'est la réciprocité. Ce que tu fais chez moi, je veux pouvoir le faire chez toi. Et donc là, on voit bien qu'il y a derrière tout ça une pensée qui pourrait être une pensée forte, mais à condition que nous sachions définir ce qu'est notre souveraineté. Parce qu'évidemment, on ne peut pas avoir comme projet politique de reproduire tout chez nous et de faire en sorte qu'on soit complètement autonome. Et donc il faut dealer, il faut donc coopérer. Et la grande question aujourd'hui, c'est qu'il faut avec la Chine avoir des relations telles qu'elles permettent la coopération. Pionnier de l'intensification des relations économiques entre la France et la Chine. Que pensez-vous de la période actuelle au plan économique? Le pionnier de la relation économique entre la France et la Chine, c'est le général de Gaulle qui en 1964 est le premier à reconnaître la Chine.
Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la tension entre les États-Unis et la Chine, cette guerre froide qui s'installe, est une nouvelle donne structurante de l'économie mondiale et elle nous pose beaucoup de problèmes parce qu'on nous demande de choisir entre la Chine et les États-Unis. Et pour nous et pour nos entreprises, ce sont deux marchés impératifs. On n'est pas une entreprise mondiale si on n'est pas en Chine. On n'est pas une entreprise mondiale si on n'est pas aux États-Unis. Et donc on ne peut pas demander aux entreprises françaises de choisir une partie du monde si elles veulent être mondiales. J'ai vu les sucreries fermées les unes après les autres. Évidemment, les CDD, les intérims qui ont réclamé et on peut le comprendre dans les entreprises, ont moins d'emplois, mais on peut évoquer la question du décrochage scolaire. Donc, commencer, j'allais dire, par la base. Donc, il y a eu du décrochage scolaire, il y en a d'ailleurs bien plus, malheureusement, que ce qui a pu être annoncé parfois. Il y a eu du décrochage scolaire chez les élèves, dans le primaire, dans le secondaire, et il y en a eu aussi beaucoup chez les étudiants. Une récente étude de la FAGE, qui est un syndicat étudiant, démontrait que 8 étudiants sur 10 estimés avoir décroché pendant cette période de confinement. Il y a eu des projets de réorientation professionnelle qui ont été la norme pour beaucoup d'étudiants qui ont compris qu'en fait ils n'auraient pas de place là où ils auraient espéré en avoir. Il y a eu des problèmes d'accès à la santé pour les jeunes aussi, puisque plus d'un tiers des jeunes n'est pas allé se faire soigner. Alors il y a plusieurs raisons, mais notamment financières. Je pense que le MEDEF a eu raison de maintenir ses universités d'été. Je pense que c'est important de retrouver de l'activité physique un petit peu maintenant. Et puis c'est toujours, vous savez, on est toujours surpris par ce qu'il ressort d'événements comme ceux-là, parce que par définition on rencontre du monde, on a des conversations qu'on n'aurait pas eues, et donc ça fait fructifier la pensée, la réflexion. Donc moi j'ai grand plaisir à être là. Le cadre est très agréable, qui plus est. On sort d'une table ronde qui était consacrée au conflit de génération entre les dits baby boomers et les jeunes incarnés aujourd'hui par une Greta Thunberg, très sensible à la question écologique en particulier. Le débat a été court, il aurait pu être plus long, mais je crois que c'était de bonne facture, donc je suis ravie. On a évoqué justement ce mot conflit. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un mot approprié vu la situation et les tensions dans le pays? Oui et non, vous avez raison de poser cette question. Je pense que c'est plutôt de tensions qu'il faut parler. Mais des tensions, il y en a. Des tensions, il y en a, parce que la vérité, c'est que malgré la gravité de ce que nous dit cette jeune génération, qui est d'ailleurs y compris plus jeune que moi, vous l'avez compris, malgré la gravité de ce qu'elle nous dit, notamment sur la question climatique, écologique, on a l'impression que la place ne lui est pas vraiment faite pour prendre cette parole, pour expliciter ses idées, y compris ses utopies. Depuis quand est-ce qu'on se méfie des utopies? C'est justement bien d'avoir des gens jeunes qui ne sont pas encore aux prises avec toutes les contraintes qui sont celles de nous autres adultes, qui parfois complexifient notre réflexion et qui du coup portent un regard finalement assez clair sur la liste des priorités, la hiérarchie des urgences. Et je pense que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, qu'on le veuille ou non, sont pris dans un tel système de complexité et de contraintes diverses et variées qu'ils en viennent parfois à avoir une forme de dissonance cognitive, où en même temps ils disent oui, vous avez raison, il y a urgence climatique, et puis dans la foulée ils agrandissent des aéroports, et puis vous voyez ce que je veux dire. Et la jeune génération, elle a cela pour elle finalement d'avoir une forme de radicalité qui devrait être beaucoup plus présente dans le cercle politique, qui devrait être plus présente dans le cercle de l'entreprise également, parce que ces questions-là se traitent aussi dans l'entreprise. À mon goût, on ne lui a pas suffisamment fait de place. Vous me direz, on n'en faisait pas plus aux générations précédentes, à l'âge de 20 ans ou de 22 ans. Ça a toujours été comme ça d'une certaine façon. Il a toujours fallu attendre un certain âge pour accéder au pouvoir. Mais le contexte est différent aujourd'hui. Le contexte est différent du fait de cette urgence climatique, et le contexte est différent aussi du fait que la jeune génération dont on parle, en gros les 16-25 ans pour aller vite, sont des gens qui
on grandit dans un contexte culturel différent. On grandit dans un contexte culturel où la parole leur était donnée en vrai, dans leur famille, à l'école. C'est très différent. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais aujourd'hui, quand on a des enfants, je le disais à mon mari récemment, moi quand j'avais 11 ans, autour de la table du dîner, c'était les adultes qui parlaient et pas les enfants. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Les enfants prennent la parole et tout le monde apprécie ça d'une certaine façon. Ils raisonnent assez tôt. Donc pourquoi ne pas leur permettre d'exprimer clairement leur opinion? Ils étaient vos invités pour cette séquence. Toujours un plaisir et un honneur de pouvoir échanger. Et évidemment, la rencontre avec Bruno Le Maire au pied de la scène, avec Geoffroy Roux-Bézieux, avec Patrick Martin. Vraiment des défis sur l'infrastructure par rapport au nombre d'étudiants. Et là aussi, grâce à l'expérience de l'université virtuelle du Sénégal, qui a été créée il y a 5 ans, aujourd'hui, qui a plus de 30 000 étudiants. Grâce à ces outils, à son savoir-faire, nous sommes en train de préparer la rentrée universitaire. Bonjour, vous allez bien? Ça va? Ça va super. Pardon? Le club, voyons. C'est Lacoste. Dans ce pays, parce que c'est lui qui peut promettre cette confiance dans le talent, dans le mérite, et donc tout simplement dans les valeurs de la République. Merci de bien insister. Sur le thème de la table ronde, j'ai envie de dire à mes collègues chefs d'entreprise, ne recrutez plus, on oublie l'argument du cœur. Ça c'est assez évident parce que l'État a pris une décision respectable et certainement responsable pour protéger les Français de confiner. Donc bloque tout. Bloque le pays, confine les gens chez eux, fixe un cadre, on protège la santé, on arrête l'économie. Et dans l'économie, il y a les transports. Dans les transports, vous circulez de manière différente selon que vous êtes à Paris. Le maire de Paris évoquera certainement avec la vision qui est la sienne pour le développement de notre capitale. Et différemment, selon que vous êtes dans une sous-préfecture, une préfecture ou une petite commune de province. Je rappelle juste les chiffres. Vous avez la moitié des Français qui vivent dans des communes de moins de 10 000 habitants. Vous avez 37% des Français qui vivent dans des communes de moins de 2500 habitants. Quand vous avez compris ça, vous avez compris que l'organisation territoriale, l'aménagement du territoire, le cadre général ne permet pas d'avoir une seule politique pour toutes les villes, selon la taille qu'il faut s'adapter. Je crois une situation assez proche de celle que connaissent les entreprises. Vous vous trouvez tout d'un coup avec une économie à l'arrêt dans le pays tout entier, avec des fonctions qu'il faut bien sûr très vite identifier comme essentielles à la vie de chacun, de nos concitoyens dans la ville, mais c'est vrai dans n'importe quelle commune de France, mais aussi à la vie économique. Et puis, dans une ville comme la nôtre, qui est une ville qui à la fois a attiré tous les gagnants de la mondialisation, mais aussi des femmes et des hommes qui sont venus chercher refuge, qui se sont dit que peut-être dans cette grande ville, il pouvait y avoir une main tendue pour les situations plus précaires qu'ils pouvaient connaître. Eh bien, ces personnes-là, il fallait aussi faire en sorte que nous puissions traiter leur situation. Donc, dans ce tsunami qui nous est arrivé, d'abord identifier ce qui doit continuer à fonctionner, les fonctions essentielles, comme le ramassage des ordures, comme évidemment des transports qui doivent pouvoir fonctionner, mais aussi l'aide aux plus démunis, et puis immédiatement aussi une discussion et un contact très étroit avec le monde économique pour savoir, avec les particularités d'une ville comme la nôtre, ou des secteurs comme celui du tourisme, hôtels, cafés, restaurants, sont des secteurs extrêmement importants. Et puis la ville en tant qu'employeur, 55 000 agents. Premièrement, en tant qu'employeur, la première chose à laquelle on pense, c'est quand même la sécurité de ces agents. Donc ça a été faire en sorte que pour qu'ils puissent aller travailler, pour qu'ils puissent remplir les services essentiels, pour ceux qui n'allaient pas télétravailler, avoir les masques, avoir les précautions, les protections nécessaires, leur permettant d'assurer ce service à la collectivité. Ça a été un moment très intense
qui, je crois, nous permet de tirer d'ores et déjà quelques enseignements, même si, évidemment, on n'est pas sorti de cette crise.